peu moi-même aussi. Et donc, je suis vraiment très honoré d'être ici. Et j'espère que je vais pouvoir répondre aux questions qui ont pu être soulevées. Je vais revenir rapidement sur les différentes interventions et les questions qu'elles ont appelées chez moi par rapport à ma lecture des œuvres de Cujas et du texte. Donc ce sera un peu décousu, ce ne sera pas très ordonné, je suis désolé, mais c'est un peu l'exercice qui explique cette construction décousue. Plusieurs points sont ressortis des propos qui ont été tenus, et en particulier quelque chose que j'ai voulu montrer, je suis content que cela ressorte clairement des lectures qui ont été faites, c'est essayer de nuancer la présentation traditionnelle que l'on peut avoir de Cujas et plus généralement de l'humanisme. Alors je ne suis pas le premier à le faire, évidemment il y a eu des travaux avant qui ont montré la diversité de l'humanisme, ou que comprendre Cujas était plus compliqué que la présentation que l'on faisait généralement de ses travaux, mais il n'en reste pas moins que dans nos cours, dans les manuels, et encore souvent dans des articles plus précis, c'est une présentation très schématique de l'humanisme, et notamment de Cujas, qui est reprise. Donc c'est un des objets de ce livre, et c'est, je pense pour moi, le grand objet de ce livre, c'est d'essayer de montrer que quand on analyse un auteur en particulier, on se rend compte en réalité que sa pensée est généralement plus subtile que la présentation qu'on en fait dans des synthèses. C'est logique, puisque dans une synthèse, évidemment, on ne peut pas entrer dans la nuance. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il serait utile de faire ce genre d'études sur un certain nombre de juristes qui n'ont pas fait l'objet de telles études globales, qui ont fait l'objet d'études séquentielles sur des points précis, mais qu'une étude globale, avec ses lacunes, ses imperfections, puisqu'elle ne peut pas être exhaustive, permet néanmoins de dresser un portrait général plus nuancé, qui permet ensuite de dresser une cartographie beaucoup plus fine de ce que sont réellement les différents courants doctrinaux de pensée juridique, et là en l'occurrence de l'humanisme. Et donc, il faut bien voir effectivement qu'il y a des humanismes, bon ça c'était connu, mais encore une fois aussi que le courant auquel on rattache Cujas, l'humanisme historiciste, les humanistes qui font avant tout de l'histoire et qui s'intéressent à l'histoire du droit et qui ne construisent pas de système, eh bien, est plus complexe que ce que l'on pensait. Et j'ai relevé dans ces interventions le fait que, aussi, le deuxième point qui ressort et auquel je n'avais pas vraiment pensé, à vrai dire, c'est l'utilité que peut avoir aujourd'hui la méthode cujasienne. Alors j'ai un peu pensé pour les romanistes, puisque ça on le sait, et Cujas a été beaucoup utilisé pour l'édition des sources romaines, les grandes éditions qui ont été faites à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, s'appuient très largement sur Cujas, pour n'en citer qu'une, évidemment l'édition du Corpus Juris Civilis, qui cite abondamment Cujas, souvent d'ailleurs pour ne pas reprendre ses analyses, parfois pour les reprendre, en tout cas quand c'est en note, souvent c'est pour dire que les éditeurs Mommsen, ses comparses ne sont pas d'accord, mais ils le emploient très largement. Donc cette utilité-là, pour les romanistes, effectivement, je la voyais bien en écrivant ma thèse, mais l'utilité que peut avoir la méthode cujasienne plus largement pour l'histoire du droit, c'est vrai que je ne l'avais pas vu en tout cas aussi bien, notamment par exemple, comme l'a montré professeur Rossi, l'utilisation du droit romain, qui est plutôt malhabile, à vrai dire, pour analyser le fief, puisque là c'est vraiment un point sur lequel on peut très largement critiquer Cujas, et qu'il doit être critiqué, et où il se contredit, ou en tout cas il est paradoxal, comme vous l'avez bien montré. Mais c'est vrai que de ce fait, je n'avais pas vu cette idée de montrer en quoi l'étude du droit romain
peut être réutilisé un petit peu ici à l'inverse de la méthode de Cujas, en étant déconnecté de son contexte et de la réalité historique. Et ça me permet de passer à un troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est que les différents intervenants ont tous souligné le fait que Cujas est un juriste. Et ça, c'est vrai, c'est très important. Mais je voudrais souligner, moi, le fait ici, pour un peu contrebalancer, que c'est un juriste, pardon, mais il fait surtout de l'histoire du droit. Alors, de l'histoire du droit romain, un peu particulier parce qu'on est au XVIe siècle, qu'il considère que le droit romain s'applique dans le royaume de France. Alors, de quelle manière, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas revenir sur l'entrelacement des sources dans le royaume de France au XVIe siècle. Mais l'analyse cujasienne, la méthode cujasienne, c'est quand même avant tout une méthode historique. Et c'est replacer les textes dans leur contexte. Et c'est montrer que le droit romain, comme il n'y a pas un humaniste, il n'y a pas un droit romain, il y a des droits romains. Voilà, le droit romain de la loi des 12 tables, le droit romain de la période classique des jurisprudents, le droit romain des empereurs législateurs, le droit romain des compilations justiniennes, et le droit romain byzantin post-justinien, le droit romain médiéval des glossateurs, le droit romain médiéval des commentateurs et le droit romain du XVIe siècle aussi, qui est le fruit de cette évolution historique. Alors, justement, l'intérêt de Cujas, c'est ce problème de quel texte utiliser, quelle source. Et Cujas ne dit pas il y a un texte qui est valable ou qui est plus valable que les autres. Il y a différents états du texte qui s'expliquent par son histoire, mais ce n'est pas parce que Tribonien a interpolé le texte que le texte interpolé doit pour autant être complètement rejeté. Alors, certes, pour une édition critique des sources, et comme il le fait dans sa palingénésie, il faut rétablir le texte dans sa version d'origine pour en comprendre le sens premier, mais il faut aussi connaître le texte tel qu'il a été modifié, par Tribonien par exemple, pour pouvoir connaître le droit romain des compilations et voir comment le droit a évolué. Et le fait qu'on ait deux solutions différentes n'est pas un problème, c'est simplement parce que les contextes sont différents. Et donc, au XVIe siècle, lui-même quand il fait de la pratique, alors la pratique a une grande place dans mon livre, elle a quand même une place beaucoup moins importante dans l'œuvre de Cujas. Elle a une grande place dans mon livre parce que c'est quelque chose qui était très peu étudié. Et donc j'ai voulu mettre l'accent sur ce point, même si dans l'œuvre de Cujas, ça n'occupe qu'une petite partie de son œuvre. Néanmoins, il faut le noter, il a lui-même édité ses consultations, ce qui montre l'importance qu'il accordait à ces consultations, puisque en plus la très grande majorité des œuvres qu'on a aujourd'hui, qui font 10 volumes in folio, ce sont des œuvres posthumes qui ont été éditées après sa mort, des notes de cours principalement. Donc, quand il fait de la pratique, Cujas emploie exactement cette idée qu'il n'y a pas une solution, qu'il n'y a pas qu'une solution forcément possible, qu'on peut envisager différentes solutions et que simplement il faut choisir la solution qui paraît la mieux adaptée. Typiquement, ça marche très bien avec le mode d'organisation du droit en France au XVe siècle, où on a des sources concurrentes qui ne sont pas hiérarchisées, la coutume, le droit romain, le droit canonique, les ordonnances des rois de France, qui prévoient des solutions, parfois concordantes. Ce que montre Cujas, c'est quand elles sont concordantes, il est très content, mais parfois discordantes, et dès lors, le rôle du juriste, c'est de choisir quelles règles appliquer et pour quelles raisons. Et l'histoire du droit romain permet aussi ça, de montrer comment une solution s'inscrit dans un contexte particulier et que le droit romain n'est pas un et qu'il faut s'adapter et que le juriste doit adapter le droit au contexte et à la situation à laquelle il est confronté. Et notamment, point intéressant, Cujas, dans ce magma, dans cette diversité des sources, lorsqu'il s'intéresse, et c'est rare, mais lorsqu'il s'intéresse
de manière en prenant un peu de hauteur à l'ordre juridique du XVIe siècle, milite en faveur d'une rationalisation des sources coutumières, par exemple. Et là, en ça, le droit romain est utile parce qu'il permettrait d'harmoniser les sources coutumières, et en cela, il a été suivi par ses élèves, Loisel en tête, évidemment, qui est une des grandes figures de l'unification du droit coutumier. Donc, cela montre à quel point l'histoire est utile aux juristes, et là, ça c'est un point que je dégage bien de cette journée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'histoire du droit que ça sert à rien pour le droit positif actuel, mais que justement de comprendre l'historicité des textes qu'on applique, l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent, et de montrer leurs variations, permet aux juristes contemporains, quand il est praticien, de se rendre compte que la solution posée par le droit positif n'est pas la seule possible, et donc ça peut stimuler aussi son imagination. Et qu'est-ce qu'un bon juriste ? Un bon juriste, c'est un juriste qui, face à une situation, trouve une manière innovante d'appliquer le droit en faveur de, quand on rend une consultation, de son client, par exemple. Et donc, faire l'étude historique du droit, c'est avoir devant soi une palette immense de modes de raisonnement, de solutions possibles, qui permettent d'améliorer aussi le droit. Rapidement, la critique de Tribonien, oui, je voulais revenir sur ce point. J'ai déjà un peu parlé du parallèle avec l'activité juridique du temps de l'époque de Cujas, mais c'est vraiment intéressant l'analyse que fait Cujas des interventions de Tribonien dans le contexte de l'antitribonianisme en France, et c'est une voie détournée pour le voir prendre véritablement parti, parce que j'ai dit qu'il n'était pas dogmatique, c'est sûr, mais néanmoins il a quand même beaucoup d'ennemis, et il y a un certain nombre de gens qu'il n'aime pas, qui l'utilisent moins que les autres, du coup. Et donc il y a quand même dans son œuvre des prises de position fortes contre des juristes de son temps, en particulier. Mais, justement, l'antitribonianisme est une voie est un moyen ici de voir où il se place, justement, sans tomber dans la critique véritablement excessive, par exemple, d'Othman. Donc, c'est un point justement où on peut voir ici comment il se place dans la culture juridique du XVIe siècle en France, et il attache véritablement un intérêt, lui, à se démarquer de ces auteurs, typiquement tel Othman. Et on peut peut-être voir ici, chez Cujas, un côté un peu italianisant, et justement en tout cas cet amour de l'Antiquité en rupture avec une partie des juristes français de l'époque qui, eux, cherchent à construire un droit français en rupture avec l'Antiquité. Et donc là, on a un peu la France italienne, on pourrait presque dire, pour reprendre. Mais alors, c'est masqué chez Cujas, c'est pas comme certains canonistes de la même époque, qui défendent vraiment l'Italie, mais c'est paradoxal parce que c'est la figure du Mos Gallicus, vraiment de la méthode française, mais en réalité, il n'est pas du tout le plus grand défenseur d'un droit français détaché de ses racines romaines, en particulier, comme le proposent un certain nombre de ses contemporains, Othman, etc. Alors, ça s'explique en partie par sa formation, je pense. Vraiment, à Toulouse, le milieu dans lequel il a aussi baigné durant toute sa jeunesse, cet attachement au texte romain, il a été formé par Arnaud Dufferrier, qui lui a
étaient en partie formés en Italie aussi. Hein, donc, alors, en Italie déjà avec un peu les méthodes humanistes, mais néanmoins formés en Italie, donc ça peut expliquer un peu cet intérêt vraiment pour les sources romaines de Cujas et le fait qu'ils défendent la place du droit romain au XVIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, là on est déjà quand même bien avancé dans le XVIe siècle, dans l'ordre juridique du royaume, tout en n'étant pas excessif, puisqu'il reconnaît une place aux sources nationales, telle la coutume. Il n'hésite pas à dire que la coutume parfois peut primer sur le droit romain, mais pas toujours. Tout est une question de circonstances, donc c'est assez complexe. Et un point qui est intéressant et qui mériterait d'être creusé toujours de ce point de vue, c'est de constater que ce sont ces élèves, en tout cas une partie d'entre eux, alors il faut dire que Cujas avait beaucoup d'élèves, puisqu'il avait un grand succès et donc il formait la plupart des meilleurs juristes, jeunes juristes de l'époque venaient au moins un moment suivre des cours de Cujas quelque part, à Valence,